On va parler aujourd'hui de recherche, d'innovation, recherche et développement. Donc, quand on parle de recherche, on parle des universités, des centres de recherche, des instituts de recherche qui existent au Maroc, ce qui se fait actuellement dans ces institutions de recherche, ce qui est valorisé, ce qui est exploité par les industriels, ce qui a émergé, est-ce qu'il y a des startups. Donc, c'est tout un écosystème qui comprend toute la chaîne de valeur de l'innovation. Quelle définition vous donnerez à innovation? Parce que j'en ai lu tellement que je voudrais que vous puissiez, vous, à IRSN ou un peu partout, comment on peut définir innovation? L'innovation, on l'a défini, c'est tout ce qui aboutit à nouveaux services, nouveaux produits ou nouveaux process qui va émerger dans le marché et qui va créer de la valeur et qui va créer de la richesse. Tout ce qui va aboutir à une différenciation ou à une rupture de technologie, donc on l'appelle innovation. Donc notre université marocaine, elle a été reconnue toujours principalement par la recherche fondamentale. Mais quand on parle de recherche appliquée, là où il y a beaucoup de carences, il y a aussi beaucoup de besoins. Et la recherche appliquée, généralement, c'est celle qui aboutit à tout ce qui est nouveaux produits, nouveaux process, comme j'ai dit auparavant. Je vais profiter peut-être de parler d'un secteur, faire une petite présentation. Je ne vais pas être très long, mais je vais parler d'un secteur dans lequel nous travaillons. C'est le secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Donc, nous sommes l'IRSN. Donc, l'IRSN, c'est l'Institut de recherche en énergie solaire, énergie nouvelle. Je demanderai peut-être à mon collègue de présenter l'IRSN. Donc, l'IRSN, c'est un institut qui a été fondé depuis la mise en place de la stratégie énergétique nationale depuis 2009. Et donc, il a été créé en 2011 pour accompagner cette stratégie énergétique nationale en matière de formation, de recherche et aussi formation par la recherche. Donc, quand on dit recherche, c'est de la recherche appliquée, c'est-à-dire de la recherche qui est liée avec le secteur industriel, qui est liée avec la création de la valeur. Cette initiative, elle était très importante parce que le Maroc s'est lancé dans de grands chantiers, de grands projets en énergie solaire. Il est important, comme a dit Monsieur le ministre ce matin, le volet formation, le volet ressources humaines, c'est le facteur clé parce qu'on réalise les projets et après ces projets, qui va les gérer? Il y a beaucoup de savoir à acquérir en matière de gestion, en matière d'operations and maintenance. Et il y a aussi le volet création de nouvelles sociétés, de nouvelles startups autour qui vont être après fournisseurs de nouvelles technologies et qui vont accompagner, modérer ces grands projets dans lesquels le Maroc a investi énormément et prévoit bien sûr une augmentation de sa capacité. Donc on parle de 43% de capacité installée nationale vers l'horizon 2020 et on parle de 52% de capacité à l'horizon 2030. C'est un grand défi, c'est un grand challenge. Ce grand défi ne peut être réalisé, ne peut être un success story que lorsqu'on accompagne ces grands projets qui ont été mis en place par Sa Majesté qu'avec une formation de pointe et avec une formation par la recherche et aussi par un système de recherche et innovation bien adapté et qui cible bien la stratégie, qui est en adéquation avec la stratégie énergétique nationale. Donc pour ceci, IRSN, elle a une double mission. Donc nous, si on va parler un petit peu on offre un outil financier pour les universitaires, c'est-à-dire on lance des appels à projets pour financer la recherche et le développement pour des projets de recherche à hauteur de 5 millions de dirhams par projet. Et donc ce sont des projets dans lesquels on a instauré un système qui est très flexible et qui peut accompagner la mise en place des équipes qui sont des universités, mais en même temps accompagnées avec des industriels. C'est-à-dire que l'industriel doit faire partie de l'équipe projet. Ce sont des projets R&D collaboratifs dans lesquels il y a une exploitation des valeurs de résultats de la recherche par cet industriel. Et donc par la suite, on envisage des brevets, c'est-à-dire ce n'est pas une recherche qui s'arrête au niveau des publications ou de l'encadrement des doctorants, mais on va au-delà de ça, vers les brevets, et au-delà des brevets, aller vers la création de start-up. Donc on se positionne, je ne sais pas si mon collègue a présenté, mais on se positionne sur cet outil on ne donne pas seulement le financement, mais il y a un accompagnement logistique, un accompagnement aussi de point de vue orientation. Et ces projets qui sont lancés 2 fois par an, donc 2 fois par an depuis 2012. Et donc, on est arrivé maintenant à une quarantaine de projets qu'on a financés. Et on a commencé une nouvelle expérience à lancer des appels aux projets conjoints
avec la Commission européenne, dans laquelle il y a des sociétés, des groupes de recherche de l'Europe et du Maroc qui vont travailler conjointement sur des problématiques. Focus énergie renouvelable. Focus énergie renouvelable, efficacité énergétique, réseau intelligent, tout ce qui touche le développement. Comment se présente votre organisation pour un petit peu accompagner tous ces projets? Est-ce qu'il y a beaucoup de chercheurs? Est-ce que c'est des ingénieurs spécifiques? Est-ce que c'est des métiers pointus qu'on demande? Nous, au sein de l'IRESEN, comme on a fait des études pour savoir un petit peu où se trouve le savoir. On a réalisé une étude avec l'université de Dresde pour savoir où se trouve le savoir. Avec l'université de Dresde. D'accord. Et pour savoir où se trouve le... Pourquoi vous ne l'avez pas fait avec une université marocaine? Il y a aussi des études qu'on a fait avec des universités marocaines, mais seulement j'ai mentionné que ça a été aussi élaboré avec des étrangers. Et c'est une étude dans laquelle on voulait savoir, premièrement, où se trouve le savoir et le savoir-faire chez nos experts, chez nos enseignants-chercheurs au Maroc, dans le domaine, bien sûr, des énergies renouvelables. Et on a pu avoir une cartographie des domaines qui étaient principalement, c'était le solaire photovoltaïque, le solaire thermique, l'efficacité énergétique, et c'était avec des très très bien identifiés. Et après, on a de l'autre côté la stratégie énergétique nationale qui est basée sur un mix énergétique qui est basé principalement sur l'éolien, le solaire et l'hydroélectrique. Et donc, en faisant le mix entre ces deux-là, on a pu décliner, faire sortir des appels à projets thématiques, c'est-à-dire une fois solaire thermique, d'autres fois solaire photovoltaïque, qui répondent directement aux besoins et qui sont en adéquation avec le savoir-faire qui existe chez nos chercheurs au Maroc et qui peut aboutir à des solutions qui peuvent améliorer davantage le secteur de l'innovation dans les domaines qu'on a prescrits qui sont en adéquation avec le secteur les projets qui se réalisent à l'échelle nationale. Donc pour ceci, ça c'est d'un point. Et la deuxième mission qu'on essaye de travailler et qu'on est en train de réaliser plusieurs projets, c'est la réalisation de plateformes de recherche pour la mutualisation et pour qu'il y ait un espace ouvert pour les industriels, pour les chercheurs, pour qu'ils puissent travailler conjointement et développer des solutions mixtes et que ça soit. Donc on a développé la première plateforme qui s'appelle Green Energy Park, qui est basé à Ben Guerir. Donc, on a fait le choix de Ben Guerir parce que, pour plusieurs raisons, donc il fallait choisir un partenaire industriel très important. Donc, pour cela, on s'est approché du groupe OCP, vu que c'est un groupe qui consomme énormément d'énergie, consomme plus de 6% de l'énergie nationale. Et il y a un champ énorme pour différentes applications et intégration industrielle, surtout du solaire. Donc, vu que c'est un utilisateur du gaz, du coke de pétrole, de l'électricité pour tous les procédés, que ce soit de séchage de phosphate, que ce soit pour les procédés des engrais, etc. Donc, on a vu que là, il y a un champ pour faire du scale-up et faire aussi des applications directes dans un secteur industriel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a réalisé cette plateforme dans un écosystème d'une université. Donc, il y a une nouvelle université qui s'appelle l'Université Mohamed VI Polytechnique, mais aussi c'est au centre, à côté des autres grandes universités marocaines, l'université de Marrakech, de Settat, Beni Mellal, il y a une université, donc on était El Jadida, donc on est à côté des grandes universités marocaines, ou bien sûr aussi l'université de Rabat, tout est proche. Et le troisième point, c'était important d'être dans un climat qui est semi-aride, un climat qui est proche du climat des pays africains, donc dans une vision avec un œil pour appliquer ces innovations aussi dans les pays africains. Et aussi pour faire des tests sur des modules, par exemple solaires, dans un climat dans lequel on n'a pas beaucoup de retours d'informations. Avoir des modules photovoltaïques en Allemagne, on n'a pas les mêmes rendements que si on les utilise dans un climat proche de celui de Marrakech, où il y a de hautes températures, les rendements ils baissent, etc. Il y a beaucoup de retours d'informations. Et d'ailleurs, on est en train de développer un grand projet européen sur le développement de nouveaux modules du désert, donc, qui seront appliqués à un contexte spécifique bien connu comme celui du Maroc, du sud du Maroc et des pays africains. Pardon. Allez-y, pour finir, qu'on puisse faire un tour. C'est la première plateforme. On a développé la deuxième plateforme qui est en cours de développement. Bon, la première plateforme, peut-être je demanderai après à mon collègue de la présenter plus. Elle a été inaugurée par Sa Majesté le mois de janvier dernier. Et la deuxième plateforme, elle est en cours de réalisation. Elle est autour du smart grid, l'efficacité énergétique et des réseaux intelligents. Donc, aussi, l'efficacité énergétique, c'est une source d'énergie. Et donc, le Maroc aussi vise dans sa stratégie énergétique plus de 15% vers l'horizon 2030. Donc, un petit peu en résumé, pour ne pas être très long, on offre
un outil financier et financement des projets R&D, un accompagnement logistique et aussi de conseil, mais aussi de l'autre côté, on développe des plateformes qui sont ouvertes à cette communauté de chercheurs pour faire aboutir, pour les industriels et les groupes de recherche des universités, aboutir des projets de recherche, c'est-à-dire avoir tous les moyens, que ce soit de recherche, que ce soit les moyens financiers pour développer des projets de recherche et aboutir à l'excellence en matière d'innovation. Merci Sidi Mourabet pour ces informations, ces précisions. Je me retourne vers Sidi Omar Ben Aïcha, qui est le directeur commercial, marketing et commercial Afrique du bureau Veritas Maroc. Quel est le point de vue de Veritas ou comment se comporte Veritas en tant que bureau d'études reconnu par rapport à tout ce qui est innovation, recherche et développement? Est-ce qu'il y a de l'accompagnement que vous faites au niveau de votre bureau et comment ça se passe justement avec cette orientation marché? Merci beaucoup. Moi, je voulais plutôt parler pas de ce que fait Veritas, mais surtout de la problématique de la recherche et développement au niveau des entreprises. Ben, on va parler de la problématique et après on aura le point de vue de Veritas. Voilà, absolument. Sans aucun souci. Absolument, parce qu'il faut peut-être aussi faire un état des lieux de la problématique de la recherche et développement au Maroc. Très souvent, l'effort de recherche et développement est mesuré par le pourcentage de budget consacré à la recherche et développement qui est très faible par rapport au PIB. Aujourd'hui, au Maroc, on parle de 0,7, 0,6. On vient de loin parce qu'il y a 20 ans, on était autour de 0,3. Juste à titre de comparaison, les pays émergents aujourd'hui, vous prenez la Turquie, il était au même niveau que nous il y a 20 ans, 0,4% du PIB. Aujourd'hui, ils sont autour de 1,2%. Combien? 1,2%. La Chine était à 0,4%. Aujourd'hui, il est à 2,1%. La moyenne mondiale aujourd'hui est autour de 2%. Mais attention, ce n'est pas justement et seulement une question de budget. Si vous prenez par exemple les entreprises qui innovent, ce n'est pas les entreprises qui dépensent beaucoup d'argent sur l'innovation, sur la recherche et le développement qui sont nécessairement les plus innovantes. Moi, j'ai vu un classement hier, j'ai cherché un peu quelques informations pour préparer l'intervention d'aujourd'hui. Et j'ai vu par exemple que la première entreprise au niveau mondial en termes d'innovation, en termes de classement, c'est Toyota. Toyota aujourd'hui, il dépense à peu près 4% de son chiffre d'affaires sur la recherche et développement. Vous prenez une entreprise qui est dans le domaine de technologie de l'information qui est Microsoft, qui dépense plus de 13 milliards, elle est à la 5e place. Donc il y a aussi un volet qualitatif qui est extrêmement important. Et moi, mon retour d'expérience, pour revenir à Veritas, on fait beaucoup d'audits au niveau des entreprises. Et très souvent, c'est extraordinaire au Maroc, très souvent lorsqu'on les audite sur la partie conception et développement, qui est une partie de la norme, notamment ils ont 9001 sur la qualité, très souvent les entreprises cherchent à tout prix d'exclure cette exigence. Ils n'aiment pas trop traiter la conception et le développement et pourquoi, dans leur système qualité. Mais c'est un problème, justement, c'est un mystère, parce que c'est compliqué pour eux, la conception et le développement. Comment gérer le process, comment Mais vous n'arrivez pas, vous, en tant que bureau, à faire le nécessaire? Alors justement, dans beaucoup d'entreprises, on leur dit « Allah yahdikum ». Alors vous faites de la conception, vous faites du développement, là, il faut le gérer. Alors nous, on ne fait pas de conception et de développement, on achète le produit de fournisseur, le sous-traitant à l'extérieur, c'est lui qui fait la conception. C'est un vrai problème, hein. Moi je vous le dis en toute franchise. Pourquoi? Donc il y a véritablement une rétention. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc ça c'est le premier constat que je voulais partager avec vous, c'est que nous, Marocains, on est très bons dans la recherche fondamentale, hein, effectivement, je le confirme. Voilà. On a des sommités au niveau de nos entreprises. Moi, chaque fois, je suis extrêmement, agréablement surpris de la qualité des fois de nos chercheurs. Hein. Mais le problème, c'est comment sortir toutes ces énergies et toutes ces compétences, etc., et de les mettre à la disposition des industriels. Et ça, on le voit d'ailleurs, même les startups. Aujourd'hui, on parlait tout ce matin, et on parlait au début là, de startups, etc. Aujourd'hui, on voit, moi personnellement, je suis dans certains jurys de certains incubateurs, etc., de belles idées portées par les jeunes qui essayent de proposer des innovations ces innovations, peut-être ils les ont vues ailleurs, ou là peut-être c'est leur propre innovation. Et des fois, à côté, il y a des industriels qui se battent tous les jours parce qu'ils ont des besoins, et ils ont besoin d'esprits qui réfléchissent un peu à côté d'eux pour trouver des solutions à leurs problèmes industriels. Et donc, il y a un problème de conciliation. Alors, je me dis, si jamais les industriels qui ont des problèmes, le traitement des déchets, des problèmes, l'efficacité énergétique, des problèmes, l'optimisation logistique, etc., ils discutent avec tous ces jeunes pleins d'énergie, etc., qui veulent créer, innover,
ma problématique, travaillez sur la problématique, essayez d'être encadré par une université, vous allez voir qu'est-ce que ça va donner en termes d'innovation, en termes de nouveaux produits made in Morocco, etc. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors maintenant, sur la deuxième partie, très rapidement, il y a la partie qualitative de l'innovation qui est intéressante pour moi, c'est que même les entreprises qui font de l'innovation aujourd'hui, qui innovent, et ils existent. Moi, je peux partager avec vous, j'ai partagé ça avec un ami ce matin, au niveau de l'Amica, il y a une entreprise qui fabrique des pièces de vaisselle en plastique, d'accord? Donc, baniouettes, des seaux, etc., en plastique, etc. Et il y a quelqu'un qui est venu leur dire, est-ce que vous n'êtes pas intéressé par l'industrie automobile? Quel est le lien entre l'industrie automobile? Alors, écoutez, si on peut vous apporter un accompagnement, est-ce que vous pouvez mouler et fabriquer des pièces pour les voitures? Ben, le patron, il a dit, OK, pourquoi? On va essayer. Combien ça va coûter? Ils ont vu le moule, il coûte 500 000 dirhams. Ah, c'est un problème. Donc, qui va donner l'argent, qui va prêter l'argent pour acheter le moule. Donc, Renault est entré un peu dans la discussion et il a proposé de financer l'achat des le moule. Aujourd'hui, je peux vous assurer que cette entreprise, aujourd'hui, il est fournisseur agréé par Renault. Il y a 2 ans, il fabriquait des articles pour les ménagères. Donc, au Maroc, on a l'énergie, on a la capacité d'innover, etc. Mais on a un problème à mettre les briques et à les relier et à faire fonctionner l'ensemble. Et donc, je termine très rapidement sur la partie qualitative. Les entreprises qui font beaucoup d'innovation aujourd'hui, en fait, même celles qui innovent, très souvent, on ne va pas dire qu'ils commettent des erreurs, mais très souvent, l'innovation, c'est de l'incrémental. C'est-à-dire, j'ai un produit à Wahna, comment je vais le faire passer à un autre niveau? Et donc, je prends le niveau avec peut-être les défauts d'IALE, les carences, et je vais essayer de l'améliorer. Or, des fois, l'innovation, c'est de laisser de côté totalement de produits et d'en lancer quelque chose d'autre. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et ça, c'est l'approche court-termiste aussi, c'est qu'on veut faire de l'innovation très vite et pas cher. Et donc, on n'a pas envie de dépenser beaucoup de temps et beaucoup d'argent, parce que des fois, ça prend des années pour sortir des nouveaux concepts, etc. Alors, troisième chose aussi qui est très importante, beaucoup d'entreprises, lorsqu'ils essaient d'innover, ils se consacrent, là, ils se concentrent beaucoup plus sur le cœur de métier. Et justement, la rupture, là, ce que les Anglais appellent une approche disruptive, c'est-à-dire remettre en cause l'existant, ça, il faudrait absolument qu'on y va. C'est-à-dire de dire, très bien, aujourd'hui, on a un produit qui marche, etc., on est bon, on est leader, etc., mais peut-être, il y a des métiers adjacents sur lesquels il faut qu'on conçoive et qu'on innove et qu'on présente de nouvelles solutions et qu'on prenne justement d'autres parts de marché et qu'on investisse d'autres segments de marché. Donc si vous voulez, voilà plus ou moins, mais pour résumer, moi je pense que c'est un ensemble de facteurs sur lesquels il faut travailler, qui sont chez différents acteurs de la chaîne de création de valeur dans le domaine de la recherche et développement, que ce soit l'école, l'université, les entreprises, etc., que ce soit au niveau des pouvoirs publics. Et il faut travailler ensemble et essayer de faire travailler tout ce beau monde. Une des initiatives qui est très louable, c'est les initiatives des clusters. Vous connaissez très bien. On va en parler tout à l'heure. Voilà, vous allez parler des clusters. C'est une très belle illustration du travailler ensemble et de la création, de la co-création ensemble de valeurs, et justement, en partie, grâce à l'innovation et à la recherche et développement. Alors, avant de donner la parole à Saad El Maliki, qui va nous expliquer la portée et véritablement la genèse de l'OMPIC, je voulais vous poser une question, c'est Ben Aïcha. Qu'est-ce qui serait intéressant pour le Maroc pour qu'il puisse passer de 0,7 à 1,2 comme la Turquie, alors qu'on est partis ensemble sur le même point? Alors aujourd'hui, comment ça se fait que la Turquie est allée plus vite que nous? C'est le secteur privé. Aujourd'hui, les 0,7 du Maroc, 75% c'est le public. Et 25%. Donc ça veut dire que le secteur privé ne bouge pas? Le privé n'investit pas dans la recherche et développement autant que l'État. On parlait tout à l'heure de l'IRISEN. L'IRISEN, c'est l'État. C'est désolé, c'est le public. Donc il faut d'abord que le privé dépense encore plus d'argent en matière de recherche et développement. Et on va déjà équilibrer. Et si on fait monter rien le privé au même niveau que le public déjà, on peut déjà être à 1%. Déjà. Super. Donc ça, c'est important. Bon, j'espère qu'il y a du privé en salle et que tout à l'heure, il y aura cette interactivité. C'est Maliki Marhababik. Vous êtes le directeur général de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Quelle est la genèse, quel est le rôle de l'OMPIC dans ce processus recherche-développement, innovation orientée marché? Merci. Peut-être avec votre permission, bien sûr, je vais me lever. Mais levez-vous. Je vais me mettre là-bas près de l'écran. Et si vous souhaitez que le public vous applaudisse, ça ne me dérange absolument pas. Là, j'ai pas besoin d'applaudissements. Voilà, on ne sait jamais. Voilà. Shukran.
Là, voilà, non, avec grand Voilà, plaisir à qu'il Sidi. puisse, il a l'ordinateur, tu m'as comme ça, il puisse me voir pour passer Magnifique. vite Et merci Sarah les pour chiffres. tout le travail que vous faites. Hein. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais, c'est peut-être d'abord partager avec vous quelques chiffres, parce qu'on se le dit, est-ce que le Maroc est innovant? Est-ce que le Maroc est innovant? Ou là, voilà. L'innovation, ça se mesure. C'est très important. Je dis, est-ce que le Maroc est innovant? Le Maroc n'est pas innovant. Est-ce qu'on est innovant? Est-ce qu'on peut être? Est-ce qu'on ne peut pas être? Bien évidemment, il y a les mesures qualitatives qui sont importantes, mais il y a également les mesures quantitatives. Et ça se mesure, il y a des index pour ça. Je ne sais pas ceux qui sont familiers par le Global Innovation Index. C'est un index qui est reconnu au niveau international, qui mesure la capacité des pays actuels et futurs en matière d'innovation. Et le Maroc est en train d'engranger des points. Si on peut passer à la suivante. Alors, c'est un graphe très important. Vous allez le voir, il y a 3 catégories de pays au niveau international. Il y a ce qu'on appelle les pays leaders. Donc, vous allez retrouver les États-Unis, le Japon, la Corée, Singapour, etc. Vous allez trouver ce qu'on appelle les learners. Ça veut dire ceux qui sont en train, dans un futur proche, de suivre les pas de ce leader. Et vous allez trouver ce qu'on appelle les underperformers, ceux qui n'arrivent pas à performer, qui vivent sur les ressources naturelles ou qui ont un certain nombre de problèmes. Alors le Maroc, il est là. Il vient de franchir la frontière en 3 ans, ce qui est encourageant. Après, on vous dira ce qui s'est fait et qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus vite. Et il y a un pays qui a franchi la frontière des learners vers les leaders. En fait, les learners étaient autour de 2 grands pays, l'Inde, vous avez eu la ministre d'État ce matin, et également la Chine. La Chine a fait le pas, est en train de rentrer, et là on le voit. La Chine, c'est ce grand cercle blanc qui est en train de rejoindre les leaders, et croyez-moi, dans 5-6 ans, ils seront en plein dans le grand groupe de leaders. Donc qu'est-ce qu'on doit faire, nous, collectivement au Maroc? Nous devons nous installer, au moins dans les prochaines années, bien dans ce cercle, et très loin de cette frontière où on risque de glisser. On n'est pas encore très loin de cette frontière. Donc ça, il faut qu'on le sache tous, privé, public, tous les partenaires. Nous devons nous éloigner de cette fameuse frontière qui risque de nous ramener en arrière et il nous faudra 10 ou 15 ans pour revenir là où on est. Alors, une carte. Comment s'éloigner de cette frontière? Il y a un vide. Regarde, ça c'est la carte du monde des brevets. Il y a un vide dans notre continent. C'est le continent le plus vide. Bon, malheureusement, il n'y a pas de... Je suis désolé. Pas de souci, c'est Meliki. C'est bon. Alors, nous, ce que nous sommes en train de faire depuis quelques années avec un certain partenaire, parce que beaucoup d'entreprises, beaucoup de pays cherchent à investir l'Afrique. C'est là où il y a le plus de growth, là où il y a plus de développement de PIB pour les prochaines années. Mais qui sont les pays qui sont aptes à suivre technologiquement? Qui sont les pays qui sont aptes à recevoir les investissements technologiques? Qui sont les pays qui sont aptes? Ces pays-là, il faut qu'ils apparaissent dans la carte. Et donc, il y a une course entre un certain nombre de pays qui sont en couleur un peu. Et là, il faut que le Maroc apparaisse de plus en plus, plus foncé dans la carte. Voilà, hop, 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 vous voyez, vous allez voir. Alors ça, c'est très important. Ce matin, Sifi Kretz a parlé des fameux de l'œil droit, l'œil gauche. Point fort et... Voilà, point exactement. Strengths, weaknesses. Hein. J'ai fait exprès de faire quelques slides en anglais parce que l'innovation, c'est aussi, bien évidemment, l'arabe, le français, mais aussi beaucoup d'anglais. Ça, il faut qu'on le sache au niveau de nos chercheurs. L'anglais est essentiel. Et donc, on regarde les forces, les strengths, et il y a un certain nombre de strengths qui sont, de manière générale, même si 0,7%, effectivement, c'est faible, mais nous restons quand même dans ce qu'on appelle les inputs de l'innovation, quand même assez bons. Il faut qu'on regarde aussi les forces. Nous sommes quand même assez bons dans les inputs de l'innovation. Là où nous sommes faibles, c'est dans les outputs de l'innovation. Regardez ce qu'on appelle business sophistication. Nous sommes 125e, alors qu'en moyenne, on est 70e. Qu'est-ce que ça veut dire? Que même on surforme des gens pour quand ils travaillent, au niveau de leur activité après, notamment dans l'entreprise, ils sont surqualifiés par rapport aux activités. On le voit dans nos organismes. Il ne faut pas qu'on se cache la main. Les gens sont surqualifiés par rapport à ce qu'ils font. Le business sophistication, ce qui sort comme output, est faible.
Également, ça a été dit, université, entreprise, innovation linkages. Nous sommes très mal classés. Ça, on le voit, il y aura les collègues qui en parleront. Il faut qu'on crée plus de liens. Il ne faut pas que ce soit des liens informels. Il faut créer des liens formels. L'entreprise a besoin d'un contrat, d'une convention formelle avec l'université, où chacun connaît ses droits et ses devoirs. Et donc là, on aura, je pense, un exemple qui sera dit. Il faut formaliser. Nous avons besoin de formel. Donc voilà, je ne vais peut-être pas, pour ne pas être trop long, on aura l'occasion d'en parler. Alors le rôle de l'OMPIC, c'est de, vous l'avez dit, c'est de dire Amen, mais de dire un vrai Amen. Ce n'est pas de dire un Amen de complaisance ou dire un Amen pour faire gentil. C'est également que lorsqu'il y a le Amen de l'OMPIC, ce soit un Amen qui soit reconnu au niveau international. Ce n'est pas uniquement un Amen marocain qu'on reconnaît entre nous et on est content. Et donc c'est pour ça que nous avons développé un système qui est fiable, qui est conforme aux standards internationaux. Donc, en matière zid. Alors, ça, c'est important. Ce que nous avons fait, c'est qu'on a mis en place un système qui permet au brevet national, le brevet marocain est aux standards internationaux. Ça, c'est très important. Quelqu'un qui a un brevet marocain, il pourra avoir un brevet européen, il pourra avoir un brevet japonais, il pourra avoir un brevet américain. Et vous avez un exemple, vous avez vu l'actualité. Pour la première fois, au niveau du prix de l'innovation européen, il y a un inventeur marocain avec un brevet qui a été développé au Maroc, reconnu en Europe. Et généralement, dans le prix européen, pour ceux qui sont hors de l'Europe, vous avez eu dans l'histoire généralement des Américains et quelques Indiens. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un de l'Afrique. Et c'est parce que nous avons maintenant un brevet qui est conforme aux standards. On n'est peut-être pas très sympathique parce qu'on rejette beaucoup plus de brevets, mais c'est très important. Il faut qu'on bâtisse sur du solide. Alors là, les chiffres, ce que je voudrais vous montrer, Zid, s'il vous plaît. Alors là, voilà. Ça, c'est important. Ouais. Ce que nous avons, c'est l'amélioration de la qualité des brevets. Donc ça, c'est les critères de brevetabilité qui sont examinés. Et on voit que de plus en plus de brevets marocains répondent aux critères. Hein. Les standards internationaux, c'est à peu près 50%. Si on voit à peu près au niveau international, vous allez avoir un brevet sur deux, généralement, qui est délivré. Donc nous, on est à 38%, 36, 26 sur les deux critères qui sont combinés, mais ça progresse. Alors le stock, et ça j'y viens, les entreprises. Ça, ce sont les stocks des brevets en vigueur au Maroc. 5000 brevets en vigueur, ce qui est pas mal. Je crois qu'on est deuxième ou troisième dans notre continent. 5000 brevets par an. 5000 brevets pas par an, c'est le stock. Le stock que il y a à peu près 1000 brevets par an, dont presque 300, là les chiffres de la 12, on pourra en parler. Et quel est le secteur qui produit? C'est tout à fait disparate. C'est disparate parce que la politique de recherche, de développement et d'innovation ne suit pas la politique industrielle. Il y a un travail à faire. C'est disparate. Par contre, ce qu'il faut voir, nous avons un stock de 5000. Sur ce stock de 5000, 4000 sont détenus par les personnes physiques. Ce n'est pas normal. Ouais. Uniquement 355 par les entreprises. Voilà. Et les universités qui ont fait un formidable effort, 700 brevets, et ils sont en train de faire un effort pour les valoriser. Donc voilà, ça, je pense. C'est parlant. C'est parlant. Voilà ce que je voulais. Et je reviens à ma place. Je vous en prie. Vous souhaitez encore des applaudissements ou pas du tout? Pas du tout. Voilà, ils y tiennent, hein, ils y tiennent. Ils sont vraiment gentils avec vous, Maliki. Merci d'être toujours aussi pertinent et vous nous donnez des éléments. Et là, véritablement, on est véritablement sur cette réflexion. Séminaire 1, 2, 3. Omar nous a montré qu'il y a un grand problème entre le privé et le public, que le public travaille plus que le privé, c'est ça, Omar? Il dépense plus d'argent, en tout cas. Il dépense plus d'argent. Très bien. Alors, après cette présentation de l'OMPIC, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons vivre. Attention, je n'ai pas fait exprès de laisser l'université à la fin, parce qu'on me l'a reproché hier dans une conférence, mais je vais parler d'un cluster. Très heureux de vous accueillir, Assis Saïd Menhajjo. Vous êtes le président de CE3M, qui est un cluster d'électronique, mécatronique et mécanique du Maroc. Expliquez-moi tout ça, parce que là, entre tronique et tronique, je suis un petit peu perdu. C'est beaucoup de tronique. Non, ça me donne des éléments qui me permettent de me perturber, mais en tant que modérateur, j'apprends énormément de choses de votre panel. Okay. Oui. Tout d'abord, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Très heureux de vous accueillir ici. Merci de m'accueillir ici, c'est aussi un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui.
Donc, quelques mots sur le cluster. C'est clair. Oui, quand même. C'est la Ça page faisait pub, beaucoup- là. Ça faisait beaucoup de troniques, Super. c'est ça, on n'a pas pu, alors, C'est les normal, réclames. c'est normal. Donc voilà, ça va être aussi le moment un petit peu de ramener quelques adhérents. Marhaba. Donc le cluster électronique et mécatronique donc, du Maroc, c'est un cluster qui a été créé en 2010. Donc c'est le premier cluster qui a été créé en 2010. Qu'est-ce qui vous a poussé à le créer? Alors, Justement. voilà. Donc en fait, ce qui nous a poussé à le créer, c'est tout d'abord 4 entreprises en D'accord. 2008 qui se disaient aujourd'hui, nous travaillons tous pour de la sous-traitance. C'était à l'époque, c'était quand même, il faut se dire qu'en 2008, ça fait 9 ans, on a parlé du secteur aéronautique ce matin, c'était 2-3 000 emplois. Déjà, on était un petit peu au début de beaucoup de choses, il y a à peine 10 ans. Donc à l'époque, le tissu industriel n'était pas du tout ce qu'il est déjà aujourd'hui. En avant, on a été vraiment très vite. Donc à cette époque-là, on était vraiment sur des métiers primaires. La plupart des entreprises étaient sur des métiers primaires. Donc on parlait d'assemblage de cartes électroniques, d'emboutissage, d'injection plastique. Donc vraiment le métier de découpage. On s'est dit, la première idée, c'est comment pourrions-nous, à 4, toi tu assembles, toi tu fais un peu d'ingénierie, toi tu fais un peu d'injection plastique, comment pourrions-nous nous réunir et offrir une offre, proposer une offre déjà de sous-traitance en one-stop shop. C'est-à-dire, on arrive, on offre une solution, les sous-traitants disent bah, écoutez, je vais traiter avec l'un d'entre vous, et puis entre vous, c'est votre sauce. Vous gérez ça comme vous le voulez. Moi, à la fin, je veux un produit le plus terminé possible. Donc, ça a été le début d'aller vers du produit, je dirais, de plus en plus complexe ou plus fini. Voilà, faire des sous-ensembles. C'est 4 entreprises marocaines? 4 entreprises marocaines. D'accord. Donc, ça, c'était en 2008. Puis, de manière naturelle, on s'était créé en forme de GIE. Et puis en 2010, s'est lancé officiellement la politique des clusters. Donc c'est pour ça qu'on a été le premier cluster à être labellisé par le ministère de l'Industrie. Et donc dans ce cas-là, on est rentré dans un autre schéma. Dans un schéma où on a créé, où on est passé de juste des entreprises à plusieurs collèges, où on va faire intervenir des universités, on va faire intervenir des centres techniques, l'OMPIC aussi nous accompagne beaucoup, on va faire intervenir des grandes entreprises et aussi des administrations, pour que tout ce beau monde-là puisse être autour d'une même table et discuter de problématiques pour créer plus de projets collaboratifs. Parce que je dirais l'essence du cluster, c'est de pouvoir réunir plusieurs métiers autour, enfin, je dirais plusieurs savoir-faire ensemble, autour d'une activité ou de métier, pour qu'ils puissent se dire, bah, tiens, tout seul, je ne sais pas faire, mais à 2 ou 3, nous pourrons faire tel ou tel service, tel ou tel procédé, et surtout, ce on s'en rend compte, tel ou tel produit. Parce que tout à l'heure, je parlais de sous-ensemble, mais l'idée, c'est de passer à l'ensemble et ainsi de suite. Parce que c'est vrai que ce matin, on a eu beaucoup de chiffres. C'est génial, la croissance, la création d'emplois, les secteurs grandissent, que ce soit l'automobile, l'aéronautique, le textile, ce genre de choses. Mais il faut toujours garder en tête qu'on grandit, on grandit majoritairement dans de la sous-traitance. C'est-à-dire on est quand même encore sur de la minute. Il faut en être vraiment conscient, souvent. C'est-à-dire nos arguments de vente du Maroc actuel, ou notre attirance du Maroc, c'est la proximité avec l'Europe, c'est le coût de la main-d'œuvre, c'est les infrastructures, c'est le savoir-faire, mais d'assemblage. On va dire encore une fois. Alors, évidemment, il y a quelques sociétés qui font un peu d'ingénierie, qui font de l'innovation, mais majoritairement, on est quand même dans ces métiers-là. Donc sur le cluster, c'était bon, voilà. Donc en effet, on a offert un service dans un premier temps. Maintenant, orientons-nous vers du produit. Et c'est là où on fait appel à la propriété intellectuelle, où il y a une batterie de moyens et une batterie juridique pour protéger, c'est vrai, ce que disait M. Maliki. Plus de nous, on a déposé 19 brevets. Le cluster a déposé 19 brevets depuis 2010. En effet, il y a un super accompagnement. Donc de ce côté-là, vraiment, on peut partir tout de suite. Plusieurs de ces entreprises qui ont déposé des brevets au Maroc ont pu partir à l'étranger. Donc voilà, donc ça, l'idée, c'est de faire des produits. Donc on est parti d'une idée simple au début. Donc je vais reprendre légèrement la définition d'innovation, qui est celle d'industriel, et ça va répondre aussi en partie, je pense, du 0,8 au 1,2. Aujourd'hui, la définition d'innovation qu'on a prise, c'est déjà passer certains gaps.
un petit peu faire ce qu'ont fait les Turcs. Les Turcs, quand ils ont créé des machines à laver ou des télés, finalement, ils n'ont rien inventé. Mais ils ont créé des produits. Donc nous, c'était la première idée. La première idée, c'est passons ces gaps-là, faisons ce qui est déjà fait ailleurs, et évitons ne serait-ce que d'importer. Donc déjà, pour faire en interne. Évidemment, on parlera des problématiques, parce que c'est pas si simple que ça, même quand on arrive à le faire. Donc c'est un petit peu, c'était vraiment notre schéma directeur, en sélectionnant bien sûr les métiers qui étaient les plus portés. Donc on a fait la mobilité, les transports, l'énergie et le médical. Donc ça c'est les trois grands axes que nous avons pris. Donc voilà un petit peu en résumé ce qu'est le cluster. Donc tous les projets collaboratifs sont faits entre entreprises, universités, petites, grandes entreprises, TPE, centres techniques, PME, enfin bref, on fait l'équation qu'on veut, mais généralement, dès qu'on est deux, on considère que c'est un projet collaboratif. Maintenant, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est Il veut juste répondre après, mais c'est après avoir fini. Oui, non, mais c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, c'est que... Ah, j'ai perdu le fil. 1, 2, 3, je vais faire comme vous, que je me retrouve. Donc, voilà. On a créé, on a lancé ces projets collaboratifs. Oui, vous disiez le 0,8 à 1,2. Ça, c'est une grosse problématique, nous. C'est qu'en effet, et vous parliez des privés, du privé qui n'était pas assez engagé. Mais moi, je dirais légèrement le contraire. Aujourd'hui, déjà, les sociétés qui innovent sont des sociétés qui sont entre 5 à 20 personnes. Ce que nous rencontrons chez nous, en interne. Et le 5, et la question est intéressante, ça me permet d'y répondre, c'est qu'aujourd'hui, quand bien même nous développons des produits marocains et qui sont fonctionnels, ben, il y a des idées reçues. Des idées reçues sur le produit marocain. Aujourd'hui, j'ai des dizaines d'exemples. C'est-à-dire, dans notre cluster, c'est Nordin qui est là, qui est notre directeur général, peut ensuite vous donner une ribambelle de noms. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des produits pour lesquels les entreprises marocaines ne demandent même pas, et c'est des privés, ne demandent pas d'avoir une certaine, comme en Algérie, un certain avantage, 30% plus cher, c'est pas grave, moins bonne qualité, c'est pas grave, tant que c'est un produit algérien, je l'achète. Non, parce que on ne veut pas ça. Aujourd'hui, nous sommes un petit marché, nos produits, en les faisant au Maroc, c'est clair qu'on doit d'abord être prophète chez nous, pour pouvoir s'exporter ensuite. Tout à fait. Et aujourd'hui, on a de grandes difficultés à les mettre sur le marché. Dans la commande publique, c'est très compliqué. Alors, évidemment, il y a énormément d'obstacles. Ça peut être des obstacles de normes aussi auxquels on rencontre, puisqu'aujourd'hui, la norme marocaine est quand même, malheureusement, entre guillemets, en notre sens, en tant que privé ou du moins d'un cluster, pas assez reconnue auprès des entreprises, quand même elles soient étatiques. Puisqu'aujourd'hui, à chaque fois, sur les produits au moins électroniques, la norme qui prime, c'est il faut que ce soit CE, et la plupart de nos labos ne délivrent pas ce genre de... Donc oui, c'est vrai qu'on passer de 0,8 à 1,2, c'est compliqué, on a du chemin, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à changer dans les mentalités. Et ce qu'Alim Tiazi le disait ce matin, c'est que vraiment, c'est pas une fatalité. On sait faire des choses. Il y a des entreprises et des petites entreprises qui sont vraiment très pushy dans ce sens-là. Il y a des idées reçues à changer et un accompagnement par la commande publique, par l'idée reçue que le conscient ou le subconscient, j'en sais rien, de nous tous avons du produit marocain. J'ai une petite phrase pour terminer ce que je disais jusque-là, qui résume un peu le tout, et je l'ai dit encore 2 jours. C'est quand un produit marocain ne fonctionne pas, généralement, c'est qu'on est mauvais. Quand un produit étranger ne fonctionne pas, c'est que c'est compliqué. Donc je réutilise souvent cette phrase-là. Et ça, c'est naturel. C'est naturel, ça vient presque systématique. Alors, c'est pas que je parlais de conscient ou de subconscient, mais vraiment, il ne faut pas que ce soit une fatalité. Et nous, dans le cluster, on le voit tous les jours qu'il y a des porteurs de projets qui sont là, qui se battent tous les jours et qui tombent face à des problématiques qui sont finalement pas très compliquées que ça. Qu'on se fasse confiance en nos produits. Une question juste pour savoir, 2008, 2010, 2014, il y a eu le plan d'accélération industrielle. Est-ce que ce plan d'accélération industrielle vous a apporté quelque chose, vous, en tant que cluster? Alors, nous, sincèrement, aujourd'hui, ce qui nous apporte le plus, c'est un petit peu dans la thématique l'innovation orientée marché. Sincèrement, pas beaucoup, parce qu'on est vraiment de la société qui n'est pas impactée par ce genre de mesures. D'accord. Je parle encore une fois, on est beaucoup de sociétés, on est beaucoup de PME, donc et beaucoup de sociétés marocaines. On n'est pas trop touché donc par les incentives.
Par contre, souvent, le chef d'entreprise, il faut le toucher juste dans sa poche ou qu'il ait le bon message. C'est de lui dire, écoute, aujourd'hui, tu es distributeur. Parce que généralement, on va voir des distributeurs ou des intégrateurs. Tu sais, toi, tu maîtrises parfaitement ce marché-là. Tu sais exactement ce que tu importes. Tu maîtrises le marché. Ben, écoute, adosse-toi à une université pour développer tel ou tel produit. Ben, sur ce produit, au lieu de demain l'avoir à l'acheter et le revendre, juste tu le fais toi-même. Donc c'est juste sur une logique de maîtrise ton marché. Tu es capable de le faire et aujourd'hui tu maîtrises déjà ton marché, c'est ce qui est compliqué. Parce qu'avant, souvent, c'était l'innovation, c'était surtout du push. Ouais. Là, on est surtout sur du pull, même venant du marché. Donc là, en parlant tout simplement à des chefs d'entreprise comme ça, généralement, on arrive à toucher et à faire fonctionner. Maintenant, il existe quand même quelques incentives qui sont sortis. Je me rappelle de Totware, d'Untelar, de certains programmes comme cela, qui sont très bons, mais qui étaient compliqués pour les PME et les TPE, au sens où on a nous. Donc c'est compliqué à mettre en œuvre. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai que le côté administratif est lourd pour financer ce genre de choses. Alors avec l'IRESEN, ça marche plutôt bien. Plusieurs de nos sociétés travaillent avec l'IRESEN. C'est porté par des universités. Il y a, je dirais, des accords entre universités privées et puis, publiques, et les fonds publics. Ça roule mieux. Mais quand on est de privé vers le public, c'est plus compliqué sur les incentives. Quand même il y a des programmes d'aide, ils sont compliqués à obtenir. CE troisième, c'est un effectif de combien pour faire face à tout cela? On est 3 personnes, 60 entreprises de membres. Et bon, on a levé plus de 25 millions d'euros Non, c'est 25 millions d'euros de dirhams. De dirhams, pardon. Ça aurait été sympathique. Oui, ça aurait été sympathique. Non, mais ça, je voulais quand même m'assurer. Non. Mais à notre niveau, 25 millions de dirhams de levée de fonds en dehors de quasiment même de nos frontières, pour la plupart, parce qu'on a participé à des programmes européens et ce genre de choses, c'est vraiment intéressant. Et puis créer 19 brevets. Le dernier date d'il y a une semaine, qui a été déposé. Voilà, si Maliki veut intervenir pour vous donner le 20e brevet, je crois. D'accord. Alors, vous voulez intervenir par rapport à la présentation de Saïd? Là, je voulais juste dire un mot, peut-être un petit mot par rapport à Legal Saïd, pour la question de on va faire ce qui se fait ailleurs. Il faut faire attention, il faut faire beaucoup de veille. On ne fait pas assez de veille. Il faut faire attention, il ne faut pas commencer à fabriquer, par exemple, des téléviseurs à tube cathodique, alors que la technologie a évolué vers le LED. Alors, et ça, malheureusement, je le vois, moi je le dis en tant qu'observateur de ce qui se passe. Et donc, il n'y a pas assez de veille. Il y a des outils de veille. Nous, on en a certains, mais il faut qu'on fasse de la veille. On ne peut pas innover si on ne connaît pas l'état de la technique. Et malheureusement, même dans nos universités, beaucoup de chercheurs peut-être perdent beaucoup de temps et d'argent, et Dieu sait qu'il est peu, alors qu'une simple recherche sur l'état de la technique leur donnerait quelques idées ou orienter, et également les entreprises. Donc maintenant, je voulais juste dire merci pour cette précision. Tu as eu parfaitement raison de compléter où il ne faut pas se méprendre. Donc c'est clair qu'on n'est pas dans la copie. Attention, quand on se dit... C'est pour ça que j'ai parlé du gap. Ce n'est pas de l'innovation. C'est-à-dire le gap, c'était déjà d'accéder à l'étage ou à la marche équivalente à nos concurrents. Et puis, on le voit dès à nous aujourd'hui, où plusieurs produits évoluent pour des problématiques d'environnement, des problématiques d'us et coutumes, tout simplement, et ce genre de choses, vers vraiment l'utilisation du produit. Donc, exactement, donc, je ne parle pas de la copie, évidemment. Donc, merci d'avoir repris, c'est important. Merci. Le privé et le public ont parlé, et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons avec nous monsieur Mohsin Bouya, docteur Mohsin Bouya, d'accord, de l'Université internationale de Rabat. C'est un professeur associé et directeur valorisation et transfert à l'UIR. Vous avez entendu? Je voudrais d'abord, comment vous réagissez à tout ce qui a été dit? Salam alaikum à tous. Et je remercie donc Industrie du Maroc de nous avoir invités pour cet événement vraiment qui sera historique pour le Maroc. Comment réagir et après avancer? Donc je commence par la fin, c'est que ce qu'on disait, pas copier, mais est-ce qu'il ne faut pas connaître ce qui existe? La veille, oui, ça permet en fait de regarder l'état de l'art, mais connaître ce qui existe chez l'industrie, c'est autre chose. C'est-à-dire c'est du reverse engineering, c'est un autre travail. Parce que pour parler d'une expérience qu'on a eue avec un groupe industriel, c'est qu'on s'est trouvé pour certains segments, c'est que le groupe, il achetait le produit comme tel. C'est-à-dire, voilà, lui, il gagne l'appel d'offres, après il ramène
de là où il veut. Et enfin, il atterrit chez lui sans comprendre qui est dedans. Donc nous, on avait cette problématique. Donc comprendre l'existant, c'était un grand challenge, parce qu'il fallait faire du reverse, connaître le produit, comment il est fait, etc. Et lorsqu'on a fait ce travail pour lui, il s'est rendu compte, tiens, déjà, il n'y a pas grand-chose dedans. Donc déjà, il va aller renégocier les prix, c'est ce qui est important. Et deuxième chose, c'est qu'il s'est dit, là, je prends confiance, pourquoi pas le réaliser moi-même. Et donc, il nous a dit tout simplement en tant qu'université, écoutez, là, j'achetais le produit à Y, vous m'avez fait le X, donc le Y moins X, ça revient à vous. Donc ça, c'est typiquement le type de deal qu'il faut avoir avec les industriels. C'est que, voilà, moi je travaille avec vous d'abord pour vous faire connaître votre produit parce qu'en fait, on a l'écosystème compatible qui permettra de faire ce travail-là. Par la suite, tiens, je peux vous proposer mieux, être durable dans le marché avec votre produit en l'innovant un peu plus. Donc là, je reviens à ce que j'allais dire au départ, c'est que la question qui se pose avec les deux volets, est-ce qu'on va faire de l'innovation ouverte, c'est-à-dire j'ai quelqu'un, il a une idée excellente, je vais travailler avec lui, ou bien de l'innovation contrôlée, donc beaucoup de travail, beaucoup d'années de recherche pour faire aboutir donc un concept. Pour vous donner une idée, typiquement Microsoft au départ, Bill Gates et compagnie, ils ne faisaient pas de la recherche et développement. Et ils ont eu de l'innovation ouverte. Ils ont eu une idée. Par la suite, ils ont continué à la développer jusqu'à être ce qu'ils sont actuellement. Dans les panneaux photovoltaïques, ce n'est pas possible. C'était de la recherche-développement sur une vingtaine d'années pour aboutir. Donc, ce que je veux dire par là, il y a déjà cette approche, ces deux bras, innovation ouverte et innovation contrôlée. Et les deux approches donc, qui sont présentes au niveau de l'Université internationale de Rabat, donc pour nous, toute personne, il pourra donc venir vers en fait la valorisation et donc vers l'office qui enregistre les brevets en local et exposer son idée. On fait la veille technologique et après si on trouve que l'idée est bonne, donc il s'est trouvé que c'est la femme de ménage, donc nous ça peut être intéressant et que c'est par exemple le scotch il est venu comme ça. Parce que tout le monde il se mettait en comité, en brainstorming pour sortir en fait comment on va coller les trucs. Donc il y avait la femme de ménage qui passait à côté, et il a dit tiens j'ai une idée. Donc nous on est dans cette approche-là, on est dans l'innovation ouverte, on est dans l'innovation contrôlée. Et par la suite il y a donc ce qui a été signalé auparavant, est-ce qu'on va être dans l'innovation incrémentale ou bien dans l'innovation de rupture? Il y a tout à refaire au Maroc, de toute façon il y a tout à faire. C'est que l'incrémental, déjà, on se bat avec l'Ampic tous les jours pour sensibiliser et dire, tiens, on fait une sorte de pépinière, mais pas pour les entreprises, pas incubateur, mais pépinière pour l'innovation. C'est qu'il faut sensibiliser, il faut travailler sur la qualité des brevets. Donc, il y a tout un travail pour en arriver là. Donc, ça nécessite beaucoup de travail. Et donc, une fois qu'on a réussi la pépinière, qu'on a eu des plateformes d'échange et de sensibilisation, qu'on a eu des plateformes de discussion, en interne, nous, on a comme université, donc on a beaucoup d'étudiants, on les ramène dans ce qu'on appelle les Fab Labs, donc le concept lancé par MIT. Donc là, c'est un espace ouvert, tout le monde vient, il souhaite bricoler, il bricole, il souhaite innover, il innove. Donc déjà ça nous permet de créer une sorte de pépinière pour l'innovation. Parce que c'est pas évident de demander à un Marocain qui était tout le temps, arrête, qu'est-ce que tu fais, ça sort de la norme, d'innover et de créer. Et c'est pourquoi donc il faut d'abord les mettre à l'aise dans un espace commun pour commencer à dire tiens, ils pensent comme moi. Et ils me disent pas de ne pas m'asseoir ici mais m'asseoir là, mais pourquoi je vais le faire? C'est là le concept d'innovation et c'est là où on va résoudre des problèmes des industriels en proposant de l'innovation. Donc l'incrémental il est bienvenu. On incrémente avec Epsilon, c'est pas grave, on a commencé. On connaît le terrain. C'est pas effrayant pour nous. On a fait toute une conférence, on a ramené des internationaux pour juste faire apprendre aux étudiants et aux chercheurs, n'aie pas peur d'entreprendre, n'aie pas peur d'innover. Not afraid. C'est ça le mot-clé qui était dans toute la conférence. Pourquoi? La barrière d'échec est très importante. C'est culturel. Là, tu vas tomber dans l'échec. Alors que l'échec, c'est le début de la réussite. On fait en sorte que les gens ne tombent pas dans l'échec, donc ils ne vont jamais réussir. Et ainsi de suite, donc on est dans un cycle vicieux. Donc l'incrémental, c'est intéressant et c'est utile pour nos entreprises. Et rupture, on espère. On arrive vers la rupture. On espère y arriver et ça peut arriver. De toute façon, je vais revenir donc à ma discussion de base. L'Université internationale de Rabat, donc leader national et dans le top 5 africain d'innovation.
il a un portefeuille de 232 brevets, 192 nationales et 40 en international. Donc c'est là pour vous dire que depuis 2010, c'est une très 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 jeune université, mais il s'est mis comme mot d'ordre innover. On a innové, en fait, on a un portefeuille maintenant de la propriété intellectuelle qui est consistant, qu'il faut vendre. Et après, on commence à innover aussi en fait, au niveau académique, parce qu'on vient de recevoir aussi un prix des États-Unis pour approche pédagogique. Ce que je veux dire par là, c'est que une fois qu'on a démystifié la notion du brevet, une fois qu'on a commencé à rayonner et attirer des gens pour venir travailler vers nous, de venir travailler avec nous, donc là, on aura réussi notre premier challenge. C'est quoi le premier challenge? C'est que maintenant, on ne parle pas dans notre région université seule, entreprise seule, territoire seul, socio-économique seul. Non, tout le monde se met ensemble. Université, entreprise et territoire. La notion de territoire, elle est très importante parce que dans un brevet, on parle d'une protection juridique territoriale et dans un espace-temps. Et donc, pourquoi pas travailler dans son territoire. Donc, on est en train de travailler avec les 3 universités de la région sur la création donc, de ce qu'on appelle donc, la Valo, Rabat Valo, pour travailler ensemble sur en fait l'amélioration de notre portefeuille en fait de la propriété intellectuelle. Après la vente vient par la suite. Donc ce que je veux d'abord, je souhaite remercier l'Olympique qui nous accompagne toujours déjà pour arriver à ce résultat avec ce portefeuille de propriété intellectuelle avec la qualité qu'il est parce qu'il s'est nettement amélioré. Et puis actuellement, on ouvre ensemble. On a les idées comment on va les vendre. Est-ce qu'on va faire des licences? À qui on va faire des licences? Les entrepreneurs, les investisseurs, ils ne souhaitent pas prendre des risques au Maroc. Ils peuvent le prendre ailleurs, mais on n'a pas des capitaux de risque, on n'a pas d'equity, on n'a rien. Alors, il faut innover encore. Comment on va vendre tout ça? Donc ce qu'on a fait, on a réfléchi et on a trouvé une notion avec laquelle on travaille pas mal actuellement. C'est ce qu'on appelle les projets de co-développement. On est allé voir les industriels, écoutez, j'ai telle ou telle idée, Wamzian, c'est très bien. Et alors? Non, écoutez, donnez-moi votre produit et revenez me voir après 1 mois. Vous allez voir. Donc ce qu'on fait, c'est tout simplement, on est en train d'intégrer ces innovations et ces brevets dans les produits pour répondre aux besoins industriels. Et grâce à ça, on a fait notre premier transfert avec 3 brevets qu'on a fait avec Delta Holding autour du développement d'un produit. Donc une fois que maintenant on a commencé avec cette innovation aussi pour vendre, on a réussi donc à attirer à peu près 20 entreprises. Et actuellement, on a aussi des internationaux qui nous font confiance. On a des Espagnols avec nous, on a des personnes des Pays-Bas. Ça commence. Même, c'est-à-dire les Marocains, les industriels marocains, industriels et etc., internationaux, ils commencent à venir vers nous. Ce que je veux dire par là, c'est que l'innovation aussi, il est interfrontière. Voilà, moi je trouve que vous avez une innovation, ça va me ramener de la valeur ajoutée, ça va me ramener de la richesse, je m'en fous de ta couleur, je m'en fous en fait de ce que vous êtes. Ce qui m'intéresse, c'est que cette valeur ajoutée, c'est un intérêt commun, on va le développer ensemble. Après, on a réfléchi avec l'Olympique, pourquoi pas professionnaliser tout ça. Et donc, on vient de créer, il n'y a même pas une semaine, le premier TTO, donc Technology Transfer Office, au Maroc. Et on aura l'honorable appui toujours de l'Olympique pour la mise en place en fait, de ce TTO, pour aller au-delà des transferts. C'est aussi création de start-up, c'est aussi peut-être financement de la R&D. Et je m'arrête peut-être à ce stade assis-là, j'ai beaucoup gardé le micro. On a vu un petit peu les éléments de facteurs clés de succès, mais est-ce que 3 fois sur 4, c'est vous qui allez vers l'entreprise et pas l'inverse? Maintenant, on commence à voir les deux. Les deux? Des deux côtés. On commence à parler, je peux parler même de moitié-moitié maintenant. Ça s'est développé? Ça commence à émerger, oui. Un autre élément à rajouter, docteur Bouyache, Haja? C'est bon, vous avez fait le tour de la question? Magnifique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous voici un petit peu dans ce process de réflexion concernant recherche et développement et innovation. J'ai parlé, ils ont parlé, il ne reste que vous, pour que vous puissiez participer, poser des questions, donner des avis ou des constats. Ils seront les bienvenus, toujours 4 ou 5 questions. 1, notre cher psychologue toujours fidèle, Madame Mrahba, superbe. D'accord, on va commencer avec Madame, d'accord. Je vais demander, non, Mademoiselle, auriez-vous la gentillesse, le micro, pour qu'on puisse circuler? Madame aussi, bien sûr, on va commencer par les dames. Voilà, on va faire 6 questions avec votre aimable permission pour que nos panélistes, un petit peu,
puisse apporter. Alors, il est d'abord, madame, voilà. Et vous me suivez de l'œil, s'il vous plaît, avec le respect et l'estime que je vous dois. Voilà. Ça marche, il faut le faire marcher, il faut une innovation, il faut appuyer quelque part, et voilà. Sinon, vous créez un autre modèle qui va remplacer celui-ci. Yallah, wahed, jouj, tlata, bak mchel sbeta. Ah, vous voyez que l'innovation est une belle chose. Mademoiselle, mchet, yallah, là, y était déjà? L'af, voilà, yallah, bensi, yallah. Voilà, vous le faites marcher. Dès que vous arrivez, il faut l'allumer, il faut lui donner. Voilà, c'est ce qu'on appelle le privé vers le public. Voilà, voilà, mademoiselle. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour tout seul. D'accord. Ouais. Alors, Bonjour tout le merci monde. pour vos interventions et vraiment j'ai eu des informations qu'auparavant vraiment je déniais. Super. Alors, concernant le financement des recherches, vous avez dit qu'il y avait un financement de recherche. Est-ce que vous dirigez votre question vers quelqu'un de précis ou pour tout le panel? Non, en fait, oui, cette question, apparemment, oui, c'est pour monsieur, en fait, pour tout le monde. Cette question, la première. Allah yajzak as-salam. Alors, le financement des recherches, alors vous avez dit qu'il y en a, mais je me demande par la suite, ça veut dire vous investissez pour l'innovation, mais ceux, par exemple, les docteurs, chercheurs, est-ce qu'ils auront des débouchés en industrie? Parce qu'en France, on sait bien qu'il y a des débouchés, il y a des postes assez bien faits au côté tâches et tout. Donc, est-ce qu'il existe la même chose au Maroc? Par contre aussi, comment procédez-vous pour associer, pour le monsieur, le responsable de l'IRSN? Alors, je me demande, comment procédez-vous pour vous associer à des universités? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des conventions ou autres, ou c'est juste des appels à projets, il y a des contrats à durée déterminée, et par la suite, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Ça veut dire, il n'y a plus d'investissement avec l'université. Puis, pourquoi vous procédez à des consensus, ça veut dire avec des organismes européens? Est-ce qu'il y a un manque de savoir-faire ou un manque d'investissement? Aussi, pour l'OMPIC, Je crois qu'on va faire une conférence pour vous. D'accord, oui. Non, c'est juste une dernière question, s'il vous plaît. Mais vous n'avez pas eu la gentillesse de vous présenter. Ah, ok, je suis désolée. Non, je vous en prie, madame, il n'y a pas de souci. Alors, je suis doctorante ingénieure à ENSAM Paris-Tech. Marhaba lillah. Ok. Alors, merci. Alors, en France, normalement, à chaque fois, il y a des formations qui sont données aux doctorants concernant l'innovation et surtout le brevetage. Alors, s'il vous plaît, le responsable de l'OMPIC... Monsieur Meliki. Oui, monsieur Meliki, désolé, j'ai oublié. Alors, est-ce que vous faites la même chose pour vous intégrer ici au Maroc, dans les universités au Maroc? Parce que moi aussi, j'ai fait de la recherche ici parce que je suis en co-tutelle. Et je suis désolée, on ne nous a jamais proposé une formation pareille dans notre école ici marocaine. Par contre, en France, on le fait fréquemment. Alors, merci beaucoup. Merci madame. C'est tout à fait légitime. Toutes vos questions sont pertinentes. Nos amis panélistes, nous allons donner à monsieur, psychologue de par sa fonction. Merci bien, je vous remercie infiniment. Moula Omar Daoudi, lauréat des universités belges et suisses en psychologie du travail, psychologie industrielle. J'ai fait la recherche scientifique dans les universités de Lausanne, surtout dans la modélisation, la simulation des comportements et surtout en psychotechnique sur la thèse, etc. Et je me demande pourquoi est-ce qu'il y a des brevets au Maroc sur toute la partie capital humain et surtout la prévention des phénomènes accidentels et pourquoi on ne fait pas la recherche. Et je vous remercie infiniment. Merci monsieur. Madame, on va donner à madame qui a demandé. Et là-bas, j'arrive, ne vous en faites absolument pas, j'essaie d'arriver petit à petit pour que nous puissions... Madame? Oui, bonjour, Sarah Brech, la société Lumière et Technologie, ingénieure de formation. Donc, je veux revenir ce qu'a mentionné M. Mohsin concernant les Fab Labs. Donc, à l'étranger, j'ai vu beaucoup d'associations, d'incubateurs qui se regroupent pour offrir aux jeunes entreprises, TPE, PME, des outils qui vont leur permettre de faire du prototypage rapide, de ramener l'idée au réel assez rapidement pour avoir de la valeur ajoutée sans avoir besoin de faire les gros investissements. Parce qu'on a d'abord le gros blocage présentement dans l'entreprise, c'est avec l'investissement qu'il faut faire pour pouvoir faire de la recherche et développement.
Donc, ma question, elle est on en est où au Maroc? Est-ce que c'est ces idées de Fab Lab, mais moins dans les universités, mais plus dans le milieu d'entreprise? Est-ce que c'est quelque chose qu'on commence à envisager? Et en parlant aussi de clusters, ces clusters-là, est-ce qu'ils nous permettent d'avoir accès à des outils qui pourraient encourager les jeunes entreprises à faire de l'innovation? Oui, on va donner à monsieur. J'ai une petite parenthèse à ouvrir là, c'est que le problème de blocage de c'est consultant au niveau de l'innovation. J'ai une remarque, c'est que l'innovation au Maroc, elle est bloquée à cause de l'investissement, manque d'investissement. Alors cet investissement, normalement, elle est liée à la peur de l'échec vis-à-vis des investisseurs. Au moment de faire l'investissement, c'est-à-dire le pressentiment qu'ils vont échouer, et qu'ils ne peuvent pas aller au bout de... Pourquoi? Parce que... Et votre question? C'est pas une question, c'est une remarque, ce que pour ajouter. Alors, pourquoi? Parce qu'on n'est pas orienté vers le consommateur lui-même. On fait des recherches et des innovations pour satisfaire nos besoins. Au lieu d'aller chercher et inspirer l'idée de marché lui-même, c'est-à-dire le consommateur et ses besoins. Merci pour votre contribution. Mademoiselle, sympathique, auriez-vous... Oui, monsieur qui a demandé. Et j'arrive ici chez deux personnes pour finir. Je dois finir parce qu'on doit finir. Il y a un troisième panel. Voilà. Société des 3 mètres de Tanger. Je m'appelle M. Mfouddal Herchili, un ex qui est trimballé un peu sur carcasse un peu partout dans 14 entreprises. Donc le constat que je fais pour notre secteur industriel au Maroc, ça se repose sur d'abord notre situation où on est. Micro. J'ai passé 30 ans dans le domaine industriel en tant que manager de la maintenance et technique. Dans le textile, dans la plasturgie, dans la fabrication d'électricité, les câbles électriques, au Moyen-Orient, et ainsi de suite. Et j'en passe. Ce que je demande fermement, mais à haute voix, la situation, et j'invite Veritas, vous avez audité pas mal de boîtes. Donc, où est-ce qu'on est au niveau intellectuel, capacité, compétences sur le terrain? D'abord, c'est l'état du lieu. Moi, j'étais en tant que directeur technique et j'en ai souffert. Quand je vois l'équipe technique autour de moi, en maintenance, je parle de la maintenance, parce que la maintenance, c'est une valeur ajoutée, c'est un facteur de richesse, et d'accord? Donc, on doit d'abord faire l'état de lieu, voir ce qu'on a sur le terrain, l'évaluer, sortir avec des solutions rapides et innovantes. Je suis à Tanger, je côtoie beaucoup d'entreprises dans la zone franche, sur Tanger Automotive Cité, et je sais de quoi j'en parle. Il faut qu'on soit à la page avec ces investisseurs-là. D'abord, la solution aussi pour améliorer notre secteur de formation. J'en ai pris dans une boîte qui est équipementier de Renault, sur Tétouan, je ne peux pas en citer le nom, j'en avais pris 18 ENSA, entre Tanger et Tétouan. Et bien j'en ai récolté un, que j'ai pris sur mon dos pendant 6 mois. Et en fin de compte, il ne m'a pas donné satisfaction complète. Et il est en mécatronique, monsieur. Donc, il faut revoir notre système de formation. Ce que j'invite nos universités et notre centre de formation à innover en être humain. Ça, c'est la valeur ajoutée qui va nous donner de l'avant. Donc, ce que j'invite à essayer de créer des incubateurs pour ces startups, pour les universités, incarner leur innovation. L'innovation, monsieur le docteur, ça commence à partir du jeune âge. Quand on veut créer des innovateurs, c'est dans l'école de seconde en France. On commence à leur donner à travailler sous des projets. Avec des projets, on arrive à créer des innovateurs dès le jeune âge, parce que c'est une culture. Ça, c'est la troisième question que je pose. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des cellules d'incubateurs pour notre pays? Parce que vraiment, pour ces startups, il faut des incubateurs, il faut les accompagner et essayer de travailler. Forme. Moi aussi, je suis un Raymond DeVos également, j'adore les jeux de mots. Mais ce genre de truc, il est très important pour qu'on aille de l'avant. Si on n'arrive pas à faire des incubateurs et accompagner des jeunes, on a de la potentialité et essayer de créer des fabriques talents, des experts métiers. Il y a pas mal de compétences dans nos usines. Réunissons-nous. Créons des associations des anciens ingénieurs, des anciens responsables de maintenance et apportons quand même ce pays. Merci de votre contribution. Merci. Nous allons passer le jeune parce qu'il faut donner la parole aux jeunes. D'accord? Monsieur. Alors, je m'appelle Slimane Adlan
élève ingénieur à l'école centrale Casablanca. À l'école Centrale Casablanca. Marhaba. Alors déjà, monsieur Ali Malik va me reconnaître parce qu'on se croise assez souvent. Super. Ça, c'est une autre histoire. Alors racontez celle-ci. Non, je sais, On va tout savoir de votre relation avec monsieur Maliki. Voilà, ça c'est les secrets, il ne faut jamais les citer. Oui, bien sûr. D'accord, allez-y. Je vais aller droit au but. Ma question elle est adressée à M. Mohsin Bouya. Bravo. Alors, ça concerne, vous avez parlé de votre expérience d'incubateur au sein de l'université, l'UR, l'Université internationale de Rabat. Alors, j'aimerais bien savoir quelles sont les difficultés et les challenges selon vous de monter ce genre d'incubateur dans des universités marocaines. Parce que j'imagine que ce n'est pas du tout facile de réunir, autour de la même table des ingénieurs, des gens de commerce et de leur dire travailler ensemble. Alors, c'est ça ce que je voulais. Quels sont les challenges et les difficultés pour monter ce genre de projet? Merci. Merci, court, clair et concis. Monsieur, et vous allez... Non, je devrais, monsieur, aller de l'autre côté. Je vous remercie, mademoiselle. Voilà. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir donné cette occasion de parler. Laf. Donc, moi, en tant qu'universitaire... En tant qu'universitaire, je réagis à deux choses. Numéro de carte nationale, alors. Vous y dit l'université de Stade. Merci. Donc, lorsqu'on parle de la recherche appliquée et la recherche fondamentale, il y a pourquoi cette dichotomie? Je crois qu'il faudrait dire, on ne doit plus parler de la recherche appliquée et fondamentale. En fait, c'est de l'application de la recherche fondamentale. Et on ne peut pas faire de l'appliqué sans fondamental. Donc il ne faut pas faire cette séparation. Ça d'une part. D'autre part, concernant les budgets alloués à la recherche scientifique, je crois que ce n'est pas l'argent qui manque. On a vécu l'expérience du plan d'urgence, il y avait assez d'argent accordé. Et le bilan de chaque année montrait que les universités n'ont pas engagé l'argent, même pas à 30% qui a été attribué. Donc je crois que c'est dû à une mauvaise... Ça a été dit aussi dans les conclusions des ministères. C'est dû surtout à la gestion de ces budgets. Et je crois que l'innovation existe et il faudrait peut-être casser cette barrière entre université et entreprise par une chose, c'est l'échelle du temps. L'entreprise est pressée. Elle va avoir le résultat tout de suite. L'universitaire doit prendre le temps pour innover. Merci. Merci. Mademoiselle, auriez-vous la gentillesse? Merci beaucoup. On va aller de ce côté. Oui, là, il y a des mains nouvelles. Kassar Mzouni, j'essaie de rester avec vous. Je sais que monsieur a demandé. Alors, véritablement, parce qu'il y a du temps, et il faut que je gère ce temps. Rapidement, Ouli, la question. Pour qu'on soit... Ce n'est pas un constat. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je vais faire une question. Ne réfléchissez pas, allez à la question. D'accord. Pourquoi les chercheurs chercher des économies à faire ou des gains de productivité dans des domaines qu'ils pourraient investir et innover dedans? Concernant les chercheurs qui cherchent quelque part... L'orientation au marché. Voilà, orientation marché. Barakallahu fik, Monsieur et Madame, comme ça, s'il vous plaît, excusez-moi, c'est vraiment, je suis très très heureux qu'il y ait autant de monde, je ne pensais pas que pendant l'après-midi. Monsieur. Salam alaikum, merci beaucoup pour l'invitation, je suis Mohamed Al-Fadi. De base, je suis physicien de formation, un des ans en physique théorique, mais après, j'ai switché carrément l'entrepreneuriat. Sans raconter mon histoire, j'ai une question. Est-ce qu'il y a la différence entre innovation et créativité? Est-ce qu'on parfois on parle créativité et parfois on parle innovation? Quelle est la différence entre les deux? Schumpeter en a parlé énormément. Oui. Donc la deuxième question, c'est qu'à un certain temps, on est en train d'innover des nouvelles choses, un nouveau concept, mais est-ce qu'il y aura des personnes qui vont suivre? Dans ce cas, est-ce qu'on a une stratégie d'innovation pour l'innovateur, le technicien, le qualifié et la personne qui va suivre ou non? Troisième question, c'est faire la différence entre innover à la maison avec nos parents et en même temps dans l'école. Donc, comment gérer la communication? Voilà, trois questions pour le prix d'une. Merci. Madame, s'il vous plaît. Waouh. لا ما قيدت والو انا ما نكذبش عليك انتم اللي كنتكم تقيدوا انا ما كنقيدش
ما تخافش لا لا نو زعما بغيتي تعاود السؤال لا لا شكرا. J'ai compris incubateur, j'ai compris talent, performance et qu'il fallait faire. Madame, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je sais que je suis toute seule, mais je ne suis pas toute seule en fait. Voilà. Ce que je veux dire, je pense qu'on va terminer par moi. Donc, je suis la dernière à intervenir. Je suis professeur Noui. Je suis enseignante-chercheur à l'ENSAM Casablanca. Donc, c'est l'université Hassan II. Donc, l'ENSAM Casablanca, c'est une école qui forme des ingénieurs. Donc, ce que je voulais dire, donc, bien sûr, je pars de l'exemple de l'université internationale de Rabat. Et votre expérience, elle est très bien faite, elle est louable. Mais au niveau de l'université marocaine, l'université publique, donc il y a une question qui a été posée. Je ne cherche pas à répondre à votre question, mais nous aussi, en tant qu'enseignants, on se demande que veut l'entreprise. Parce qu'en fait, si je voudrais former des jeunes qui vont répondre aux besoins de l'entreprise et qui doivent être innovants, il faut aussi que l'entreprise s'ouvre et elle vienne vers l'entreprise. Nous avons des étudiants. Nous avons plein d'intelligence. Ils sont là, même les week-ends, ils sont en train d'innover dans leurs laboratoires. Il y a des laboratoires qui sont ouverts, d'accord? Il y a des recherches qui se font. L'université, tout le monde le sait, le premier rôle, c'est déjà la formation et la recherche. On est bien d'accord. Mais aussi le rôle pour le développement de la société. La société, elle va se développer avec l'entreprise. Moi, je cherche cette connexion. Donc déjà, on en a, je pense, parlé au niveau de la réunion avec l'Ampic, que peuvent faire les enseignants et une école d'ingénieurs publics pour pouvoir accompagner des jeunes qui doivent être innovants pour répondre à l'entreprise. Parce que si je recrute aujourd'hui un ingénieur, dans 5 ans, il doit répondre aux besoins. Il y a beaucoup d'innovation. Donc hier, il y a un produit qui est innovant. Je ne peux pas continuer sur une mentalité, sur un produit qui est ancien en tant qu'enseignant-chercheur. Il faut que je vois quels sont les besoins. Donc, je pense qu'il faut penser au doctorat CIFRE comme en France. Quand on envoie des jeunes en stage... Mais c'est magnifique. J'ai peur de vous, je ne peux pas terminer. Je vous ai bridé, non. J'ai peur, en fait. Wallah il-Adim. Mais vous avez été magnifique parce qu'on sent chez vous cette passion, cette flamme du professeur. Et c'est magnifique. On applaudit très très fort, madame, vraiment. Et ça fait plaisir. On a compris, gestion du temps. Je suis le diable, hein, vous savez, mais vous me comprenez. Non, vous madame, bon. vous confisquez le micro là-bas. Et maintenant, je crois que professeur Dr Bouya vous a été énormément interpellé par rapport à votre exemple. D'accord? Il y a également c'est Omar, mais également c'est Mrabat. Et l'Olympique a été c'est Maliki. Voilà. Et vous avez 2 questions. Hop là. Allez, on va faire bien. On a exactement 15 minutes maximum. Ok, voilà, pour donner la main. Je vais essayer de répondre à ce que j'ai retenu pour les questions. Il fallait que vous reteniez. Donc là, pour les opportunités pour les doctorants en fait en entreprise. Donc le Maroc vient de signer avec la France le lancement des doctorats CIFRE. Donc il y aura 100 doctorats CIFRE. Il y a la première qui a été lancée entre l'IMI, l'École Mohamed des ingénieurs, l'Université internationale de Rabat et Peugeot, Citroën, voilà, PSA, groupe PSA. Donc là, ils ont leur place, bien sûr. C'est un boost pour c'est-à-dire le doctorant, c'est un boost pour l'entreprise. Je vais vous donner un exemple rapide, c'est la Jordanie. Ils ont décidé de faire pas un programme d'accélération industrielle, mais plutôt d'essayer pour chaque entreprise, petite ou grande, d'avoir un docteur dans le board technique de l'entreprise. Donc ça, c'est une expérience qui était réussite parce que j'ai vu en fait les résultats dans une réunion avec l'ESCOA, le bras de l'ONU en fait pour le développement à l'échelle arabe et zone MENA. Donc là, c'est une expérience très intéressante de la Jordanie et le Maroc, il est dans la voie des tests CIFRE. C'est en cours et donc ils ont leur place. Donc après, pour le besoin en termes de preuve de concept, donc il y avait une jeune entreprise dont je ne me rappelle pas du nom, donc la demoiselle juste derrière. Donc vous avez parlé des preuves de concept. Donc là, nous on a notre propre Fab Lab, on a un atelier de prototypage, mais au Maroc il y a au moins 4 Fab Labs. Au Maroc, il y a à Casa, il y a à Tanger, il y a maintenant à Marrakech, et aussi en fait il y a l'Olympique qui vont lancer leur propre atelier de prototypage. De toute façon, vous pouvez prendre contact avec nous, donc il n'y aura pas de problème pour venir prototyper, sachant que c'est une opération qu'on vient de faire il y a 3 semaines avec une jeune entreprise pour essayer des preuves de concept. Pour revenir à la question donc du jeune étudiant derrière, jeune c'est bien d'être jeune aussi. Ça inspire le dynamisme. Donc vous avez parlé de l'incubateur. Moi, je préfère ne plus parler d'incubateur. Tout le monde parle d'incubateur. Mais pour les startups, moi, je souhaite plutôt parler d'accélérateur. C'est que, OK, il y a un petit jeune.
pas le coacher. C'est quoi la différence? Incubateur, accélérateur? C'est que moi je souhaite qu'on Oui. va avec la petite entreprise nouvellement créée jusqu'au premier bon de commande. Si on ne fait pas ça, c'est comme si on est en train de signer l'arrêt de la mort en fait de l'entreprise. Mais dans ça, c'est à mon sens. l'incubateur, il n'y a pas accélération de quelque chose, non? Ça se conjoint. Mais avec le fait de dire pour les modèles basiques d'incubateur, business model, business plan, et après de laisser le petit jeune qui est formé pour marketer son produit, ça je trouve que ça ne donne pas des résultats. Il faut vraiment aller aider le jeune start-upper au premier bon de commande et donc au premier client. Donc ça c'est pour les questions dont je me suis rappelé. Donc il y avait la question en fait des formations RH. Ça c'est vrai, c'est une question qu'il faut regarder là où il faut répondre parce que ce matin les associations ils n'arrêtaient pas de parler qu'ils ont leur propre centre de formation. Ils n'ont pas besoin d'université ni des écoles. Donc là la question qui se pose c'est comment regarder pour travailler ensemble dans cet aspect RH qui est vraiment très critique. Mais après on se trouve avec un grand problème. Typiquement, nous, on est un modèle innovant d'université, mais on a cette problématique réelle qui est sérieuse. C'est que on forme les jeunes dans des secteurs porteurs, aéronautique, automobile, énergie renouvelable, etc. Mais on se trouve avec un segment industriel qui n'a pas besoin d'ingénieurs. Il a besoin des techniciens ou techniciens spécialisés. Alors qu'ils ne nous arrêtent pas de nous tanner pour former des jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On est obligé de faire nous-mêmes, en fait, un centre d'appui à l'emploi interne pour essayer de répondre en fait à ces besoins et donc faire le lien nous-mêmes entre ces industriels. Je crois que j'avais noté que ça comme question. Après On va passer donc à Selmrabat, Irezen. Vous voulez réagir d'abord sur ce que disait professeur Bouya, je pense, avant de répondre aux questions qui vous interpellent. Oui, je parlerai un petit peu de la phase d'incubation et accélération, ce sont deux aspects différents. En fait, beaucoup de gens, ils pensent quand il a un produit, il a innové, il a fait sortir un produit, un process, directement il va vers la banque, donnez-moi de l'argent, je vais vendre, ou c'est difficile, c'est facile d'avoir la première commande. C'est là où commence toute une chaîne de valeur, et là il y a beaucoup de séries de problèmes, parce que généralement notre chercheur, c'est pas un bon gestionnaire, c'est pas un bon entrepreneur, donc il a besoin de beaucoup de formation, et ça c'est un problème qu'on a recueilli après 10 appels à projets qu'on a lancés, des financements qui étaient très, très importants. Et chez vous, excusez-moi de vous interrompre, à IRSN, est-ce qu'il y a cet accompagnement formation? Oui. On accompagne et il y a le besoin en matière de formation, il y a tout, c'est-à-dire on essaie de les accompagner sur toute la chaîne de valeur et on est toujours confronté. Bon, pour les chercheurs des universités, on a fait une étude après 10 appels à projets qu'on a lancés. On a plus de 15% des universitaires ne veulent pas faire le saut. Il y a cette vallée de la mort. Cette vallée de la mort, c'est-à-dire que pour lui, le chercheur, son travail s'arrête au moment de la publication, au moment que les doctorants ont fait leur doctorat. Donc il ne veut pas faire le saut. On lui dit, faites l'entrepreneuriat et passez à la start-up. Il dit, non, je préfère garder mon poste d'enseignant-chercheur. Il n'y a pas une confiance, c'est-à-dire pour faire ce saut, et il veut rester, avoir ce statut d'enseignant-chercheur, de faire sa recherche, et il dit, et des fois il a raison, parce qu'il dit, c'est pas mon job, c'est pas mon boulot c'est de revenir au laboratoire, de faire d'autres travaux de recherche, et de ne pas faire le business. Donner au doctorant, il dit non, l'innovation elle appartient à moi. Donc ça aussi, c'est d'autres process, c'est des retours d'expérience qu'on a recueillis. Et on est confronté, des fois, il y a des brevets. D'ailleurs, ce qu'on a recueilli après ces 10 appels à projets qu'on a financés depuis 2012 jusqu'à maintenant, on a fait une étude bibliométrique avec l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Donc le nombre de publications scientifiques dans des revues internationales indexées s'est multiplié par 11, ce qui est très important. On voit un petit peu l'impact. Mais quand on va vers le brevet, là c'est une catastrophe parce que presque 200 brevets dans le domaine des énergies renouvelables qui ont été octroyés par l'ANPIC, mais seulement 5, moins de 5, qui appartiennent à des universités marocaines. Le reste des brevets, c'est des sociétés étrangères qui ont des filiales, généralement c'est des protections. Donc ils déposent des brevets, c'est juste pour protéger leurs produits. Et donc c'est là où on voit qu'il n'y a pas de gap, il n'y a pas de volonté de faire ce pas et de traverser cette vallée de la mort.
D'autres, il y a pas mal d'aspects, donc je peux en parler. Je vais juste répondre à la question d'une dame qui a parlé de financement. C'est vrai, nous, on a monté parce qu'on a fait une étude. Les universités, on ne peut pas leur donner de l'argent directement parce que si l'argent atterrit chez l'université, il y a tout un process qui est très long. Le chercheur, pour acheter un petit équipement, il a besoin du contrôleur payeur, du ministère de Finances et tout. Donc, c'est toute une problématique. Nous, on a monté un système qui est un petit peu flexible. C'est-à-dire qu'il vient des universités avec l'entreprise, ils viennent ensemble, ils montent un projet collaboratif, ils répondent à un appel à projet parce qu'on lance chaque année 2 appels à projet et quand ils répondent, il y a un conseil scientifique. Donc une fois le projet est retenu, donc on a créé tout un, c'est-à-dire les étudiants donc qui travaillent, le doctorant, ils auront des bourses selon le cahier de charge, donc ils auront des bourses, c'est des bourses d'environ 7000 dirhams. Il y a des primes de succès parce que le chercheur, pour qu'il soit motivé à travailler de la recherche, lui est déjà payé dans son université. Il dit pourquoi je vais faire moi de la recherche. Donc il doit être. On a fait des primes de succès par semestre, par livrable. Chaque livrable qui est donné par semestre, il est évalué. Quand il est évalué positivement, on lui paye. C'est des montants de l'ordre de 5000 dirhams par mois qui sont payés à ce coordinateur, à ces chercheurs. Donc il y a tout un système. Les équipements, on les achète, on les ramène déjà directement chez l'université. Donc on essaie un petit peu de laisser le chercheur travailler dans son écosystème, ne pas le déranger. C'est-à-dire on lui apporte même le soutien logistique et tout. Alors, et on est en train de réaliser les plateformes. D'ailleurs, je demanderai, je ne sais pas si mon collègue Mohsin, il est là, pour juste vous montrer une petite image de la première plateforme. C'est une plateforme très importante, je crois, juste, c'est pas pour le show, mais juste pour montrer qu'il y a des espaces qui sont ouverts pour les industriels et les universitaires et les chercheurs pour travailler conjointement avec des équipements qui sont de grande valeur. Donc, je voulais juste 1 minute pour voir, ça vient d'être inauguré. C'est en live. Un ordre d'idée de l'investissement, c'est de l'ordre de 220 millions de dirhams. 220 millions, d'accord. Ben Guerir,
Oui, opérationnelle à oui, 100%. Opérationnelle à 100%. Et la deuxième plateforme, elle est en cours de Est réalisation. en cours, qui verra le jour, Inch'Allah, quand l'année prochaine. Merci, merci beaucoup. Je veux juste vous continuer voulez la rajouter réponse. quelque chose peut-être Alors, parce qu'elle m'avait dit, donc on finance des projets, le projet se fait, donc il y a les moyens, les plateformes, l'outil financier en finance. Et après, qu'est-ce qui se passe? On termine le projet, il y aura des rapports et après, qu'est-ce qui se passe? C'est très important parce qu'on est en train de parler d'innovation, accès, marché. Alors là, nous avons ce problème que je vous ai raconté. Nous avons maintenant des innovations qui sont prêtes à voir le jour. Avec l'Université internationale de Rabat, nous avons financé 5 projets. Donc il y a des projets qui vont voir le jour avec des startups. Et maintenant, je vous annonce, on organise le mois de juillet prochain donc, le Green Booster for Innovation. Et donc, à Ben Guerir? Non, on l'organise à Rabat. À Rabat. Et les dates, vous avez une idée des dates? C'est le 5 et le 6 juillet. Le 5 et le 6 juillet. Donc on organise et ça va être une grande manifestation pour les startups. Les startups marocaines, ils vont venir, il y aura un prix à donner à la meilleure startup, mais il y aura le moment de lancer un appel à projet pour financer la recherche et développement à hauteur de 5 millions de dirhams par projet. Et un deuxième appel à projet qui sera notre première expérience, c'est qu'on va financer les startups. Alors là, il y a les 2 phases, comme a dit Sibouya, donc il y a les phases d'incubation et les phases d'accélération. Quand on parle de phase d'incubation, c'est-à-dire c'est que une start-up qui a développé un produit ou un procédé, mais qui n'est pas mûr. Il faut le scale-up, il faut le prototypage, démonstrateur, etc. Ils ont besoin d'un accompagnement et c'est une incubation. Donc on va les accompagner dans un accompagnement financier, mais aussi un accompagnement logistique et aussi un apprentissage pour devenir entrepreneur. Il y a d'autres start-up qui ont déjà développé leur produit qui est déjà prêt à émerger dans le marché. Alors là, c'est une phase d'accélération et on peut rentrer dans le capital en gardant juste des systèmes de royalties et en sortant de cette entreprise après 1 ou 2 ans. Donc ça, c'est un système qu'on va le lancer pour accompagner et booster l'innovation. Bien sûr, c'est sectoriel, c'est juste dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Merci. C'est Omar. Merci. Donc trois ajouts, on va dire, ou 3 contributions par rapport aux différentes questions qui ont été posées. D'abord, je sais, ça n'a pas été cité, mais il y a 4 cités d'innovation qui ont été inaugurées au Maroc, qui sont adossées à des universités. La première qui va être prête bientôt, c'est celle de Stade. Celle de Stade, c'est un concept qui a été fait, c'est un benchmark de ce qui se fait à MIT, aux États-Unis. Et tout à l'heure, la jeune a posé la question sur un Fab Lab. On aura un Fab Lab à Stade. J'en parle parce que Veritas est membre du cluster efficacité énergétique en matière de construction et on est dans cette cité de l'innovation. Et c'est grâce justement à ce travail de cluster, par exemple, et à cet exemple de cité d'innovation, qu'on peut justement faire les tests sur les produits et valider leur faisabilité industrielle. Nous, par exemple, on a construit un logement à énergie positive à Stade. On a testé des matériaux de construction qui sont issus d'innovations industrielles d'entreprises de la région de Brachid. Maskir a développé, est en train de finaliser le développement d'un compteur communicant, par exemple. Compteur communicant, c'est légion maintenant en France. Au Maroc, on n'est pas encore à ce stade-là. Et on est en train de faire un projet de construction durable dans le sud du Maroc. Et encore une fois, on veut tester un compteur communicant qui est produit par Maskir. Pour juste démontrer que des innovations made in Morocco peuvent marcher. Alors, vous voyez, quand les entreprises mettent la main dans la main avec les universités, ça marche. Et d'ailleurs, il n'y a pas de secret. Vous allez aux États-Unis, les conseils d'administration des universités, ils sont remplis par des chefs d'entreprise. Tout à fait. Et c'est eux qui donnent les orientations sur les curricula. Absolument, parce que c'est eux qui ont besoin, c'est eux qui sont le dessinateur du produit de l'université. Alors, deuxième ajout que je voulais rajouter aussi, le titre de ce panel était l'innovation orientée marché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire finalement qu'attention, l'innovation, ce n'est pas uniquement quelque chose aussi centré sur soi. Il ne faut pas être myope. Il ne faut pas se regarder soi et regarder ses problèmes en interne. L'innovation orientée marché, c'est une innovation aussi qui peut découler de collaborations externes. Des fois, votre fournisseur peut vous donner des idées d'innovation. Votre distributeur peut vous dire, attention, votre produit, si vous changez telle ou telle chose, vous pouvez améliorer telle ou telle fonctionnalité ou telle caractéristique. Vos collaborateurs, bien sûr, en interne, ça va de soi. Mais orienter marché, ça veut dire qu'il faut arrêter de vouloir innover, de développer des produits et de les pousser vers le marché et d'espérer de trouver preneur. L'innovation orientée marché, c'est d'aller voir sur le marché quels sont les besoins, et j'insiste encore sur cette histoire.
Il faut aller voir les industriels, quels sont leurs problèmes. Moi, je vous l'attester. Hein. J'ai fait plus de 600 journées d'audit dans les entreprises marocaines. Il n'y a pas une seule entreprise industrielle marocaine qui n'a pas un problème de productivité, qu'il y ait un problème de process, un problème de gestion de matière, un problème de réglage de machines, un problème de... Il y a tellement de choses à faire, mais il faut justement aller vers le marché, aller voir les besoins. Alors, dernier point, j'étais interpellé parce que les normes ont été citées 2 fois par mes voisins de droite et on n'a pas parlé de normes cet après-midi. Sachez que tous les pays qui ont avancé au niveau industriel, je reviens encore une fois à l'exemple turc et chinois, allez voir le nombre de normes chinoises adoptées depuis l'IV chinois. Vous allez voir qu'ils ont multiplié le nombre de normes par 10 000 ou 100 000. La Turquie, la même chose. Il est au même niveau de normalisation que l'Europe. Pourquoi ? Parce que lorsque vous développez un savoir-faire technique au niveau du pays, vous le normalisez. Arrêtez de copier les normes internationales et mettre les normes marocaines. Hein. Vous développez vos propres normes, vous êtes en train de capitaliser sur le savoir-faire technique, vous êtes en train de mettre ce savoir au service de d'autres industriels, vous êtes dans le partage et vous êtes dans le co-développement aussi de nouvelles idées, etc. Malheureusement, au niveau des normes aussi au Maroc, on a fait un chemin, hein, il ne faut pas le nier. On a aujourd'hui plus de 50 000 normes à peu près, mais c'est toujours en deçà. Aujourd'hui, on normalise lorsqu'on a des chauffe-eau qui tuent des personnes. Allez, on va faire une norme et on va la rendre obligatoire dans la hâte, etc. Non, il faut que la normalisation soit faite de façon proactive et soit faite aussi de façon à supporter et à accompagner l'innovation et le développement industriel du pays. Merci, Sebna Aïcha. À vous. Moi, je crois que ceux qui ont posé les questions sont partis. Ils n'ont pas patienté, alors. Voilà. Non. Il ne faut pas oublier la question du docteur psychologue concernant les éléments humains. Les accidents de travail. Et l'accident de travail. Wow. Mais sachez que ça, c'est un retour. C'est juste un chiffre que je prends, parce que je suis aussi au conseil d'administration du GIMAS. Ben, sachez que la quasi-totalité des sociétés marocaines qui sont dans l'aérospace, c'est le seul chiffre que je connais. Je crois que le taux d'accident de travail, c'est 1 à 2 par an, ce qui est largement plus bas que les maisons mères qui sont même à l'étranger. Donc on n'a pas vraiment de... Enfin, pour l'aérospace en l'occurrence, je pense que ça doit être pareil pour l'automotive, puisque on est drivé généralement par des sociétés étrangères, donc ils veulent des règles. D'accord. Je vais passer. Monsieur. Alors Anna, je vais répondre donc, le Fab Lab, même je ne sais plus si les personnes sont encore là, les parties. Non, il y a des Fab Labs au Maroc et au contraire, ils sont sous-utilisés. Nous, le cluster, on a un Fab Lab commun avec le CERIM, par exemple, avec le CETIEV. C'est-à-dire qu'on sait faire des produits de l'idée jusqu'au prototype. Donc ça, s'il y a d'autres entreprises, TPE, PME ou autres qui pensent que non, rapprochez-vous juste du cluster. Ça, des Fab Labs, il en existe et vraiment, ils sont en plus sous-utilisés, à notre sens. Pour le CIFRE, c'est vrai qu'il y a la thèse CIFRE, il y avait une dame aussi. Attention, au Maroc, nous-mêmes dans le cluster, nous avons une thèse CIFRE. Mais aujourd'hui, elle peut pas trop, elle aura du mal à se développer parce que c'est tout récent, puisqu'aujourd'hui, le CIFRE est financé par des sociétés, c'est un programme français qui est financé quand le thésard est porté par une société française, même s'il est en partenariat avec la... Donc souvent, c'est difficile pour le Marocain d'aller se faire porter par une société française pour être financé. Donc là, il y a une petite... C'est pas si simple que ça que de le mettre en place sur cette thèse-là. Donc, voilà. Merci. Je vais donner à Simaliki pour faire un tour très rapide. Simaliki, avez-vous des éléments complémentaires que vous souhaitez rajouter par rapport aux différentes interventions? Moi je ne vais pas être très long parce que je sais qu'on est à court de temps. Je voudrais juste rassurer la collègue là, qui avait posé la question sur les formations. Bien évidemment qu'il existe des formations sur les brevets au Maroc. Je ne sais pas dans quel ENSAM elle est, mais en tout cas, on a fait pas mal de formations avec toutes les universités marocaines. Nous avons également beaucoup de formations en ligne. Je crois qu'il y a plus de 1000 personnes qui sont formées chaque année, soit directement, soit indirectement. Donc, sur cette question, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner juste un site internet que vous pouvez consulter. C'est le site de notre académie de formation, www.amapic.ma. Juste de quel ENSAM vous êtes, Maghreb? Quel ENSAM? L'ENSAM de Mknessoua, je ne vais pas rentrer dans... Vous m'avez compris. Il y a eu quelques changements chez vous qui ont fait que certaines choses qui étaient bien stabilisées se sont déstabilisées. Moi, je ne veux peut-être pas en parler, mais vous m'avez compris. Il y avait beaucoup de choses qui étaient faites chez vous à Mkness. Malheureusement, il y a 3 ou 4 années, les choses ne vont pas aussi bien. Voilà. Sinon, pour l'histoire de l'école centrale, tout simplement,
Je suis chargé du campus de l'école centrale. Donc, en attendant le campus qui, Inch'Allah, va ouvrir la prochaine rentrée, je suis très content d'accueillir dans le campus de l'Olympique tous les étudiants de l'école centrale. Et que ça fait d'abord 2 ans qu'ils sont chez nous à l'Olympique. Donc, on partage les mêmes repas au restaurant. Et bon, je sais qu'ils seront très contents de partir dans leur beau campus. Et nous aussi. Merci beaucoup.